Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. Donc, il est un petit peu plus que 20 heures, donc je vous propose de commencer tout doucement notre webinaire. Les participants qui ne sont pas encore connectés nous rejoindront en cours de route. Donc, déjà, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Quand les intercultures offrent le gîte et le couvert ». Donc, je suis Violaine Capelone, chargée de mission chez Faune et Biotope pour le projet Chasse et Biodiversité. Donc aujourd'hui, on est presque 120, 130 même inscrits à ce webinaire. Donc on est content de vous voir aussi motivés et aussi concernés par les intercultures. J'espère que, en tout cas, vous apprendrez beaucoup de choses sur le sujet aujourd'hui. Donc, pour vous resituer un petit peu et pour ceux qui ne connaissent pas la SBL, donc Faune et Biotope est une SBL qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui a comme objectif de développer la petite faune des plaines agricoles. Et sa spécificité à la SBL, c'est vraiment de travailler en concertation avec les différents acteurs du territoire, donc autant les agriculteurs que les chasseurs, que les communes, les citoyens, etc. Et dans le cadre du projet Chasse et Biodiversité, nous organisons toute une série d'activités principalement à destination des chasseurs, comme notamment ce webinaire, et qui visent à apporter des conseils pour avoir une gestion durable d'un territoire de chasse. Donc voilà, ça c'est une des actions d'organiser des webinaires, mais on organise également des visites de terrain, des audits de territoires spécifiques pour des territoires de chasse, des accompagnements pour mettre en place des aménagements de l'habitat, etc. Donc, oui, et si vous souhaitez être informé des activités qu'on organise, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous ajoutera au mailing list. Comme ça, vous recevrez les infos sur les activités qu'on organise. Alors, ce soir, donc on va parler évidemment des intercultures et je ne vais pas en parler ici dans l'introduction parce que les intervenants feront ça mieux que moi. Donc, on a 3 intervenants spécialistes, chacun sur leur sujet. Donc, on va commencer avec Aude Géraud, qui travaille pour la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie, donc qui nous vient de France. Et elle coanime également le groupe technique sur les intercultures pour le programme Agrifaune. Donc, elle connaît très bien les chasseurs et surtout, elle connaît très bien les caractéristiques qui font qu'une interculture offre beaucoup de caractéristiques intéressantes pour la faune. Ensuite, donc on continuera avec Simon Diric de Greenotech, voilà, qui fait signe, comme ça vous pouvez le situer, qui va expliquer un petit peu les avantages d'une interculture au niveau agronomique et qui pourra mettre en avant les arguments qui font qu'un agriculteur va faire différents choix sur le type de couvert. Et donc, dans ce cas-là, en tant que chasseur, c'est très intéressant d'entendre les arguments qui pourraient pousser un agriculteur à choisir tel ou tel type de couvert. Et finalement, Stéphane Henry, qui est chasseur-agriculteur sur la commune de La Brouillère, nous témoignera de son expérience en tant qu'agriculteur et chasseur et également par rapport au couvert qu'il a mis en place. Donc, ces 3 interventions vont durer plus ou moins 1 heure et après ça, on aura une séance de questions-réponses. Donc, évidemment, vous pouvez réagir par écrit via le petit onglet de chat dans le bas de votre écran ou alors discussion. Je vois que chez moi, ça en français, c'est discussion. Vous pouvez écrire toutes vos questions et à la fin, donc on prendra le temps pour y répondre. J'espère qu'on pourra répondre à la majorité d'entre elles. Et si pas, n'hésitez pas à nous revenir par email si jamais on n'a pas répondu à une partie des questions. Voilà, je pense que tout est dit. Oui, pour petite info technique, donc pas d'inquiétude, vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Donc, la façon de communiquer avec nous, c'est vraiment via l'onglet discussion. Donc maintenant, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne soirée et je passe la parole à Aude pour sa présentation. Merci.
Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager ma présentation. Voilà, c'est bon? C'est bon. A priori, oui. J'interviens, comme l'a précisé Violaine, en tant que co-animatrice du groupe technique national qui traite du thème justement de la gestion de l'interculture en faveur de la faune dans le cadre du programme AgriFaune. Donc, je co-anime ce groupe avec une collègue de la Fédération des chasseurs de la Marne. Donc ma présentation va se faire en 3 points. Donc d'abord, je vais vous faire un petit point sur notre contexte de travail, ce qui nous a amené à travailler finalement sur les couverts d'interculture, à s'intéresser à cette problématique-là. Et ensuite, je vais détailler 2 types de couverts sur lesquels on travaille. Donc les couverts hivernaux, qui ont été les premiers travaux qu'on a conduits il y a une dizaine d'années maintenant, et les couverts estivaux, qui sont pour nous des travaux un peu plus récents, donc sur lesquels on a aujourd'hui un peu moins de recul et sur lesquels on apprend encore d'année en année. Donc le programme AgriFaune existe en France depuis 2006. Il a été initié par l'ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est devenu aujourd'hui l'Office français de la biodiversité. Et il repose sur un partenariat au niveau national, au niveau français, entre 2 structures agricoles et 2 structures de la chasse qui se sont réunies dans le cadre de ce programme pour essayer d'acquérir des références sur les façons, les manières de favoriser la petite faune dans les zones de plaine agricole. Donc, ce programme repose sur une animation nationale et a laissé la possibilité aux acteurs locaux de proposer des projets en lien avec les objectifs du programme. Au fur et à mesure de l'arrivée de ces projets-là, il y avait des thématiques qui revenaient souvent. La thématique de la gestion de l'interculture en était une, et donc elle a conduit à la création finalement d'un groupe technique qui traitait de cette thématique-là pour rassembler tous les projets qui avaient pour but de développer finalement des couverts d'interculture en faveur de la faune. Et la mise en place finalement de ces actions s'est fait en parallèle de l'application de la directive nitrate, qui est une directive européenne et qui, à partir de 2009, a rendu la couverture des sols obligatoire sur un certain nombre de nos territoires français. Et du coup, là, la question s'est effectivement posée du coup de l'intérêt de ces pratiques-là ou de l'impact qu'elles pouvaient avoir par rapport à notre petite faune. Donc, c'est à partir de 2009 qu'on a commencé à travailler dessus. Et donc, on s'est appuyé sur cette réglementation qui était finalement pour nous une opportunité de ne plus avoir finalement ce type de paysage représenté ici et de pouvoir accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques et dans la mise en place de couverts entre 2 cultures productives. Donc, ici, je vous ai représenté l'itinéraire classique qu'on va retrouver finalement sur les intercultures sur lesquelles on a travaillé. Donc, on travaille sur des intercultures qu'on appelle longues, c'est-à-dire des intercultures d'au moins 6 mois, et principalement sur la période qui sépare une céréale à paille qui va être récoltée en été. Donc, c'est ce qui vous est représenté, et qui sera suivi derrière d'une culture d'été qui sera implantée au printemps. Donc, on a dans ces cas-là une interculture de près de 9 mois. Et donc, on a finalement au mois de juin, juillet, la récolte de la céréale. Bien souvent derrière un travail du sol, soit pour gérer les adventices, soit pour préparer justement l'implantation de ce fameux couvert d'interculture, qui lui reste en place de manière obligatoire et réglementaire pendant 2 mois. Puis derrière, on avait à nouveau un travail du sol et donc un sol qui restait à nu pendant l'hiver. En plus de ça, le plus souvent, ce couvert qui était implanté en septembre-octobre était un couvert monospécifique
le plus souvent composées de moutarde, ce qui est représenté sur l'image, parce que c'est des semences qui n'étaient pas chères et c'était par souci de facilité. Les agriculteurs faisaient ça simplement pour répondre à la réglementation. Et donc, cet itinéraire, pour nous, posait deux problèmes. Donc, un premier problème en été, par rapport à cette rupture d'habitat qu'on avait au mois de juillet et août, donc d'où l'intérêt d'avoir des couverts qui soient adaptés à un développement à cette période-là. Et l'autre souci était en période hivernale, effectivement, puisque ce couvert ne restait pas en place et que voilà, on avait la possibilité d'améliorer les habitats pour la faune sauvage à ce moment-là. Donc, la première démarche qu'on a eue, c'est de se dire les agriculteurs ont l'obligation d'implanter ce couvert à la sortie de l'été. Donc, on va essayer de proposer des choses qui vont faire que ces couverts vont être plus intéressants pour la biodiversité. Donc, on a conduit des essais de 2010 à 2015 environ pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui faisait que ces couverts avaient un intérêt pour la faune sauvage et pour la biodiversité. Donc, il y a eu plusieurs suivis qui ont été réalisés. Donc, je vous présente quelques exemples qui nous ont permis de confirmer nos hypothèses initiales. Donc, il y a eu des suivis de nuit qui ont été faits au phare, donc qui ont confirmé l'attractivité des couverts par rapport à des cultures d'hiver classiques type colza ou blé, et notamment pour les petits mammifères comme le lièvre ou le lapin qui allaient s'alimenter dans ces couverts qui avaient été implantés, dans ces couverts diversifiés. Autre type de suivi qui avait été mis en place, donc des suivis la journée, donc par des battues à blanc, donc une ligne de personnes qui parcouraient les parcelles pour faire fuir les animaux présents dans la parcelle. Et là, on s'apercevait avec ce type de suivi de l'importance et de l'attractivité de ces couverts, notamment pour les oiseaux, que ce soit les oiseaux qu'on pouvait cibler, nous, les espèces de petits gibiers comme le faisan, la perdrix, la caille ou l'alouette, mais aussi pour tout un cortège de petits passereaux des milieux agricoles. Donc, à noter qu'ici, la comparaison, les couverts d'interculture étaient comparés à la fois avec des cultures d'hiver, mais aussi avec des couverts d'interculture monospécifiques de type moutarde, comme on l'a vu au début, et qu'effectivement, on avait de gros écarts de fréquentation entre des couverts très simples et les couverts qu'on proposait, qui étaient des couverts beaucoup plus diversifiés. Des suivis ont également été faits sur les insectes. Donc là, c'était avec du piégeage sur les insectes qui rampaient au sol. Donc là encore, 6 fois plus d'insectes ont pu être dénombrés dans les couverts qui avaient été implantés par rapport aux cultures qui sont des systèmes beaucoup plus simplifiés. Et dernier résultat que je vous présente par rapport aux pollinisateurs, donc dans les mélanges qui étaient composés, les techniciens des fédérations des chasseurs essayaient d'intégrer des plantes qui étaient mellifères et qui pouvaient arriver à floraison à la fin de l'été. Et dans ces cas-là, effectivement, des dénombrements de pollinisateurs ont pu montrer l'attractivité des couverts pour les insectes pollinisateurs, et notamment pour les abeilles domestiques qui pouvaient faire leur stock hivernaux à ce moment-là. Donc, toutes ces actions et tous ces suivis ont confirmé l'intérêt d'avoir des couverts hivernaux diversifiés dans nos paysages agricoles, en complément des cultures d'hiver déjà présentes et en remplacement quelque part des couverts monospécifiques qui pourraient être mis en place par les agriculteurs, et nous a permis d'identifier finalement quelles étaient les caractéristiques d'un couvert dit idéal pour la faune sauvage. Donc, c'est un couvert effectivement qui apporte un refuge, donc qui est couvrant, qui est diversifié, on l'a vu, et qui contient notamment des plantes pouvant être des sources de pollen et de nectar pour les insectes pollinisateurs. Mais c'est aussi un couvert qui est aéré, c'est-à-dire qui n'est pas trop dense et qui permet la circulation de la petite faune. Des couverts trop denses et trop serrés, finalement, finissent par être attractifs uniquement pour le sanglier et plus pour les espèces qui sont visées par ce type de couvert.
Et au fur et à mesure de ces travaux, une autre question s'est posée parce qu'effectivement, on n'avait pas résolu notre problème d'habitat en été et bien au contraire, parce que bien souvent, l'implantation de ces couverts conduisait à un travail du sol en été et du coup à la destruction des chaumes, des résidus de paille finalement présents au sol, qui sont des habitats utilisés par certaines espèces et notamment par une espèce qui nous intéresse particulièrement, la caille des blés. Il y avait déjà eu des études conduites par l'ONCFS qui montraient l'importance de ces chaumes et de ces habitats pour la caille des blés et pour sa reproduction. Des suivis complémentaires ont été mis en place dans le cadre d'Agriphone et ont permis de confirmer l'importance du maintien de ces milieux. Donc, notamment, on a pu mettre en évidence le pic d'éclosion des œufs de caille des blés, donc qui se situe entre juin et juillet, donc effectivement à la période des moissons et donc à la période derrière l'élevage des jeunes va correspondre finalement à la période où peuvent avoir lieu ces fameux déchaumages. Et on est allé même plus loin en analysant un peu les types de milieux que la caille des blés fréquentait. Et effectivement, le milieu le plus fréquenté, c'est les chaumes de céréales à paille en été. Mais en plus, on s'est aperçu qu'elle fréquentait plus particulièrement les chaumes qui avaient une certaine hauteur, donc au moins 20 cm de haut, pour qu'ils soient suffisamment attractifs, qu'ils servent à la fois de zone de refuge et potentiellement de zone d'alimentation avec de la végétation dedans. Donc, pour maintenir ces milieux-là, on travaille depuis quelques années maintenant sur des implantations différentes de couverts, donc des implantations plus précoces. Donc, on a d'abord travaillé sur des implantations à la sortie de l'hiver, donc qui peuvent être implantés soit au semoir à céréales, donc on implante vraiment dans le blé. Donc là, la photo de gauche que vous voyez, c'est le blé à la sortie de l'hiver. Donc on va sursemer finalement le couvert dans cette céréale. Donc là, dans l'image illustrée, un semis à la volée. Et l'idée étant d'avoir un couvert qui va rester sous-jacent du blé, qui va se développer dans le blé, qui va surtout pouvoir se développer une fois que le blé a été récolté en été. Donc, il y a peu d'espèces constitutives de ce type de couvert. C'est essentiellement des légumineuses comme des trèfles, de la luzerne, du trèfle violet, trèfle blanc ou de la luzerne. Donc, c'est une technique qui est intéressante. On a réussi à avoir de bonnes levées de ce type de couvert et de bons maintiens sous les céréales. Par contre, effectivement, c'est une technique qui est plus particulièrement adaptée aux parcelles à l'agriculture biologique. Parce que les blés sont finalement moins denses. Le programme de fertilisation est aussi conduit de manière moins intensive. Et du coup, les traitements phytosanitaires sont également, on n'a pas de problématique de rémanence de produits phytosanitaires. Et donc, effectivement, on a de meilleurs résultats. Et ce qui intéresse particulièrement les agriculteurs en agriculture biologique, c'est de pouvoir limiter aussi leurs interventions mécaniques avec le rôle de concurrence que peut jouer le couvert par rapport aux adventices. S'il te plaît. Autre type d'itinéraire sur lesquels on a travaillé, donc c'est le semis au moment de la moisson, donc qui peut être soit un semis, donc on est vraiment sur la période de la moisson, donc ça peut être juste avant, au moment de la moisson ou quelques jours après la moisson. Donc c'est les trois systèmes d'implantation qui vous sont représentés en bas. Donc, avant la moisson, on passe dans les roues de traitement finalement et on fait un semis à la volée. Sous la barre de coupe, ça nécessite de faire un petit montage pour fixer les distributeurs au niveau de la barre de la moissonneuse. Et dans les jours qui suivent la moisson, c'est une implantation qu'on fait avec un matériel spécifique, donc un matériel en semi-direct. Donc, on a du coup travailler et tester ce type d'itinéraire technique
On a aujourd'hui identifié les quelques espèces qui sont adaptées à ces semis en conditions estivales. Donc, c'est notamment le sorgho fourrager, des crucifères comme les radis, mais également le sarrasin, la facélie ou la vesse peuvent associer à ces crucifères et au sorgho fourrager apporter de bons résultats. L'important de cet itinéraire, c'est de pouvoir semer au plus près de la récolte pour pouvoir notamment bénéficier de l'humidité de la céréale et favoriser une meilleure levée. Donc, ces couverts, hein, on garde la même règle que ce qu'on a précédemment, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de les implanter en mélange pour plusieurs raisons. Donc, d'un, pour favoriser la biodiversité, comme on l'a vu précédemment, mais aussi pour optimiser les chances de levée. C'est-à-dire que si on implante que 2 espèces, souvent il y en a une, vu les conditions, qui va avoir du mal à lever, et donc on risque à se retrouver avec un couvert monospécifique, d'où l'importance de pouvoir faire des mélanges à 3 ou 4 espèces qui permettent de s'assurer d'avoir un couvert derrière suffisamment diversifié. Donc, je vous l'ai dit, c'est des couverts qu'on teste depuis uniquement quelques années. Donc, on a fait, là, je vous présente des suivis qui ont été faits cette année. Donc, sur un groupe particulier d'insectes, dont les orthoptères, c'est les criquets, les sauterelles et les grillons. Donc, on a parcouru les parcelles en faisant un transect de 200 mètres dans les parcelles et on a comparé du coup la quantité d'orthoptères qu'on levait dans les couverts par rapport aux témoins en chaume et aux déchaumés. Donc, les résultats, effectivement, sont sans appel. Hein. On voit qu'on a très peu d'orthoptères dans les parcelles qui sont travaillées, dans les déchaumés, que les chaumes en eux-mêmes apportent déjà un refuge et un habitat, finalement, pour ces espèces-là, et que le couvert, finalement, va permettre, au-delà de ça, d'apporter une plus-value encore plus importante. Et ces suivis nous ont permis de confirmer l'intérêt qu'apportait finalement la végétation et la diversité de végétation présente sur la parcelle, comme vous le voyez sur le graphique du bas, où on voit qu'effectivement, plus il y a de végétation finalement sur la parcelle, et plus la quantité d'orthoptères va être importante. Autre suivi qui a été réalisé, donc là on est vraiment sur les premiers résultats, hein, c'est des protocoles sur lesquels il faut encore qu'on travaille et qu'on affine. Donc c'est des transects également avifaune qui ont été réalisés cet été, donc en notant tous les oiseaux qui étaient entendus ou observés, qu'ils soient sur la parcelle ou aux alentours. Donc, on voit qu'on a aux alentours de ces parcelles une diversité d'oiseaux importante. Et surtout, ce qui est intéressant d'observer, c'est que sur près de la moitié de ces parcelles, on a la caille des blés qui est présente, qui est un des oiseaux effectivement qu'on visait par ce type d'aménagement, mais également l'alouette des champs ou encore la perdrix rouge qui est présente sur une parcelle sur 5 sur des secteurs sur lesquels les densités pourtant de cette espèce ne sont pas très importantes. Donc voilà, c'est les premiers résultats qui sont très encourageants, au-delà effectivement des dires d'experts qui nous démontrent tous les jours l'intérêt de ces pratiques et de ces couverts pour la biodiversité. Pour conclure, donc là on a abordé quelques aspects de la biodiversité, mais il y a beaucoup d'autres volets finalement dont on ne s'est pas intéressé encore dans nos suivis aujourd'hui, et notamment tout le volet vie du sol. Donc peut-être certains vous parleront dans les présentations qui suivront. Et la biodiversité, finalement, c'est un des facteurs qui peut amener un agriculteur à implanter des couverts d'interculture, parce que c'est un des services qu'elle rend. L'important étant de pouvoir les accompagner et de pouvoir favoriser le partage d'expériences pour que chacun s'y retrouve, que chaque agriculteur s'y retrouve et que chacun puisse finalement adapter le couvert qu'il va implanter et l'itinéraire technique qu'il va choisir à ses contraintes et à ses aléas. Aujourd'hui, nous, c'est une pratique qui est encore limitée sur certains territoires, mais qui tend quand même à se développer de plus en plus, du fait notamment du développement de l'agriculture de conservation des sols et de l'agroécologie. Aujourd'hui, nous, c'est un aménagement qu'on préconise et dont on fait la promotion finalement sur les territoires sur lesquels
on gère les espèces et sur lesquelles on intervenait déjà en préconisant des pratiques de gestion sur les infrastructures agroécologiques ou des plantations de haies, des semis de bordure de champs. Voilà, c'est finalement une pratique complémentaire à tous les aménagements qu'on pouvait déjà proposer pour favoriser la biodiversité et la faune sauvage à l'échelle d'un territoire. Et une dernière diapositive, voilà, pour résumer finalement mon intervention en un mot, diversifier, parce qu'effectivement, ce qui fait l'intérêt finalement de ces pratiques pour la biodiversité, ça va être justement la diversité de pratiques qu'on va retrouver entre des semis très précoces, des semis estivaux, des semis hivernaux, voilà, certaines parcelles qui vont être travaillées parce qu'elles ont besoin de l'être par rapport à des problématiques adventices, d'autres sur lesquelles les chaumes vont être conservés. Et finalement, c'est tout ce maillage de pratiques et d'habitats pour la faune qui va en faire sa richesse à l'échelle d'un territoire. Voilà, merci. Je vais directement prendre le relais. Aude m'a fait une belle transition avec l'agriculture de conservation. Donc, bonsoir à tous. Je suis Simon Dirix, je suis coordinateur de la SBL Greenotech. Et donc, je vais commencer ma présentation par présenter qui on est, puis je vous expliquerai un peu les résultats d'essai, et donc j'expliquerai les avantages que peuvent avoir les couverts au niveau agronomique, et vous verrez qu'il y a quand même énormément de liens. On peut concilier agronomie et protection de la faune et de l'environnement en général. Donc, Greenotech, on est un groupement d'agriculteurs qui a été fondé il y a une vingtaine d'années par des agriculteurs qui avaient de base des problèmes surtout d'érosion sur leur terre et qui ont voulu trouver des solutions à ce problème-là. Et une des solutions en fait, qu'ils voyaient qui se développait en France, c'était le non-labour, les techniques culturales simplifiées. Et donc, ils se sont dit pourquoi ne pas les tester en Wallonie, chez nous. Ils ont déposé un projet à la région wallonne qui a été accepté. Et alors, ils ont pu fonder une association qui, en collaboration donc, avec des chercheurs et d'autres agriculteurs de la région, ont commencé à mettre en place des essais pour essayer de développer ces techniques en Wallonie et essayer vraiment d'améliorer les pratiques agricoles. Ces techniques, donc, on est parti de base du non-labour et en fait, on s'est vite rendu compte que le non-labour seul ne suffisait pas et qu'il y avait un système qui était beaucoup plus beaucoup plus cohérent, qui était en fait l'agriculture de conservation, qui est un système qui repose sur 3 piliers, qui sont donc le non-labour, mais également la couverture permanente du sol, parce que quand on va essayer de réduire le travail du sol, en fait, on va devoir remplacer, si on travaille le sol, on le fait parce que c'est un intérêt, et entre autres de restructurer les sols. Et donc, si on ne restructure plus les sols par exemple, un labour, on va essayer de les restructurer biologiquement avec l'action des racines ou des vers de terre. Et donc, on va mettre des couverts qui vont un peu remplacer en partie le travail du sol. Et ce travail va être renforcé par la diversification des espèces cultivées, qui vient en fait vraiment amener encore plus de biodiversité dans le système agricole et va permettre de casser assez efficacement les cycles des ravageurs, des insectes et même des adventices. Et alors, on rajoute maintenant en fait un 4e pilier. Un tabouret à 4 pieds, c'est plus stable qu'un tabouret à 3 pieds. Et c'est la diminution des intrants, avec entre autres essayer de réduire, quand c'est possible, l'utilisation de fongicides, d'insecticides, et même les herbicides et les engrais. Parce qu'en fait, quand on essaie de préserver la qualité de ces sols et la faune et l'environnement en général, en fait, on essaye de diminuer on ne peut pas essayer de la préserver tout en continuant à traiter autant. Et au final, on se rend compte aussi qu'on n'a pas besoin de traiter autant parce que l'écosystème rend des services et donc on n'a plus besoin des produits phyto pour, par exemple, gérer certaines maladies ou certains insectes. Et donc,
parmi un des gros piliers, des gros points de l'agriculture de conservation, mais pas que, c'est les couverts végétaux qui ont énormément d'intérêt agronomique, mais il y a également quelques points d'attention que je vais vous présenter ici ce soir. Je vais d'abord commencer ma présentation par la législation. Donc, concrètement, parce que donc, les couverts, les agriculteurs sont obligés d'en mettre dans certaines situations. Il y a en Wallonie deux législations qui se superposent. Il y a le programme de gestion durable de l'azote, donc qui est axé qualité de l'eau. Et alors, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a la PAC, la conditionnalité de la PAC, avec les SIE, surface d'intérêt écologique, qui sont deux mesures qui obligent les agriculteurs à mettre des couverts entre deux cultures. Dans le cadre du programme de gestion durable de l'azote, là, l'objectif, c'est la qualité de l'eau, c'est-à-dire que les couverts aient recyclé les nutriments qu'il y a dans le sol, entre autres les nitrates, pour éviter qu'ils se retrouvent dans les nappes d'eau souterraines. Les agriculteurs sont obligés de couvrir leur sol du 15 septembre jusqu'au 15 novembre, donc pendant 2 mois. Ça, c'est l'obligation légale. Après, ils peuvent semer plus tôt, ils peuvent détruire plus tard, mais dans cette période-là, leur sol doit être couvert. Voilà, il y a des modalités de composition de couverts. Ils ne sont pas obligés de faire des mélanges, ils doivent mettre minimum une espèce. Voilà, et ça, c'est en cours de modification, mais je reviendrai, ce n'est pas hyper important. La deuxième législation, c'est la législation qu'on va appeler avec les SIE, surface d'intérêt écologique, où là, les agriculteurs, ils doivent en fait consacrer une partie de leur surface à la protection de l'environnement. Et donc, il y a différents SIE possibles. On peut implanter des haies, mettre des bandes enherbées, creuser des mares ou mettre des couverts. Et dans ce cadre-là, les couverts doivent être implantés maximum au 1er octobre et laissés en place pour une période de 3 mois. Alors attention, c'est que les deux législations se superposent. Donc, en fait, dans les faits, on est quand même obligé de semer pour le 15 septembre. Et puis alors, on doit laisser au moins 3 mois le couvert SIE en place. Et par contre, dans les SIE, il est interdit d'utiliser, de détruire le couvert chimiquement, alors que donc on ne peut pas mettre de glyphosate sur le couvert, alors que dans le cas du PGDA, on peut. Et autre chose aussi pour les SIE, c'est que on est obligé de faire des mélanges. Donc là, les agriculteurs doivent implanter un couvert composé d'au moins 2 espèces. C'est le minimum, il n'y a pas de maximum, donc on peut faire un couvert à 10, 20 espèces si on veut. Et ces 2 espèces doivent être choisies dans dans 2 catégories différentes. Donc par exemple, on peut faire un mélange avec de la facélie et un trèfle. Voilà, ça c'est un couvert homologué. Précision aussi là-dessus, c'est qu'avec la nouvelle PAC qui vient d'être, il y a un accord qui vient de tomber il y a une petite dizaine de jours, les SIE en fait vont disparaître. Donc c'est la dernière année où elles seront d'application en 2023. Enfin non, donc pour la saison 2022-2023, elles seront encore en application, mais dès 2024, non. Et en fait, elles vont être remplacées, et c'est, en tout cas à notre sens, une bonne nouvelle, par des éco-régimes, qui sont une nouveauté de la PAC, enfin, il y a plusieurs éco-régimes, et il y en a un qui est un éco-régime couverture du sol. Et donc là, c'est une mesure volontaire. Les agriculteurs ne sont pas obligés de la mettre en place, mais s'ils la mettent en place, ils doivent respecter certaines conditions et ils ont une prime compensatoire qui, en fait, équivaut à, on va dire, en fait, on les rémunère parce qu'ils rendent un service à l'environnement et à la société en général. Et dans ce cadre-là, c'est via la protection des sols et la préservation de la biodiversité. Et donc, l'éco-régime couverture du sol, cet éco-régime, il va pousser les agriculteurs à conserver les couverts jusqu'au 15 février. Et donc, là, Aude l'a dit, mais c'est intéressant en fait, de conserver les couverts le plus tard possible pendant l'hiver pour continuer à offrir un abri pour la faune. Ça, c'est pour la petite faune et la faune du sol et le petit gibier, mais également pour protéger le sol, continuer à le structurer, à nourrir la vers de terre, les autres organismes du sol, lutter contre l'érosion et, entre autres, aussi stocker du carbone. Voilà, ça, je vais passer. Et donc, les couverts, concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau agronomique comme bénéfice des couverts? Le truc le plus, c'est assez général hein, comme approche, mais ça va être l'augmentation du volant d'autofertilité des sols. En fait, les sols, ils ont une richesse, ils ont une fertilité naturelle, et grâce au couvert, on va pouvoir augmenter cette fertilité naturelle. Et donc, petit à petit, en fait, ça va être un investissement qu'on va faire dans notre sol, et petit à petit, on va avoir
potentiellement, quand on réussit les couverts, entre autres, des dividendes qui vont s'accumuler et à l'échelle de 4, 5, 10 ans, 20 ans, on aura en fait un sol qui va fournir aux plantes ce dont elles ont besoin de plus en plus et donc on pourra diminuer très fortement la fertilisation et l'utilisation de produits phyto, voire le travail du sol. Et donc au final, on va gagner plus d'argent en dépensant moins. Et donc ça commence par l'implantation de couverts, également de compost et d'autres amendements organiques qui vont nourrir la vie du sol. Cette vie du sol, elle va structurer le sol, elle va libérer des éléments nutritifs, de l'azote, du phosphore, de la potasse, et avoir une meilleure porosité pour avoir un meilleur enracinement et une meilleure disponibilité des éléments nutritifs. Et donc, à la suite, on va avoir des plantes qui poussent mieux. Et donc, elles poussent mieux, ça veut dire qu'on va restituer plus de matière. Et donc, c'est un cycle vertueux qu'on lance grâce aux couverts d'interculture. Ça, c'est vraiment la première chose, qui, au final, a un effet sensible sur l'augmentation des marges économiques. Le deuxième gros point, c'est l'effet SIPAN, enfin l'effet piège à nitrate. Et donc là, c'est dans le cas du PGDA qu'on met en place ces couverts, c'est que les couverts vont aller recycler les éléments nutritifs qui sont dans le sol, qui n'ont pas été prélevés par la culture précédente. Et donc ici, dans le graphique, on voit, on est dans le cas d'une interculture entre un pois de conserve, donc c'est un petit pois, et un blé d'hiver. Et le pois de conserve, c'est une légumineuse, il va relarguer énormément d'azote après la récolte. Et donc en bleu, on a un témoin, pas de couvert, et les 4 autres colonnes, ce sont 4 couverts différents, donc qui se comportent un peu différemment, mais c'est à peu près la même dynamique. Et donc on voit l'augmentation énorme d'azote dans le sol, jusqu'en hiver. Et puis en hiver, en fait, cet azote, il va être lexivié, l'azote il est soluble et donc il va se dissoudre dans l'eau et il va être emporté dans la nappe phréatique et polluer les nappes d'eau souterraines. Alors que les couverts, eux, ont permis de réduire, ont capté cet azote et ont permis de réduire vraiment la pollution énormément, de plus de 90%. Et en fait, ils vont recycler également cet azote, au lieu qu'il soit perdu dans les nappes, il va être capté dans les feuilles, dans les racines, dans les tiges des couverts, qui, quand ils vont se dégrader, vont le relarguer petit à petit. Mais il y a un revers à ça, c'est qu'il faut faire attention. Ils vont le relarguer, mais à différents, parfois, enfin, ça demande une gestion quand même assez précise. Donc là, c'est un exemple où on vous montre que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est des rendements en quintot. Donc, voilà, donc là, on est à 10 tonnes 8, un rendement de blé. Et en fait, c'est le sol qui était resté nu pendant l'hiver qui offre le meilleur rendement par rapport aux couverts, où là, vous aviez 3 couverts différents qui ont fait perdre du rendement en blé. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, le couvert a capté beaucoup trop d'azote et n'en a pas restitué assez vite en tout cas, parce qu'il était trop lignifié. Je vais voir si ça, voilà. Et donc, pour simplifier, en gros, les agronomes connaissent cet indicateur, le rapport C sur N, mais en gros, donc c'est un rapport. Donc, on va faire une analyse chimique d'un couvert. Hein, voilà, on l'envoie au labo et ils vont nous analyser la teneur en carbone et la teneur en azote du couvert. Ils font un ratio. Et alors, en fait, plus ce ratio va être élevé et plus on va avoir un couvert qui va se développer, une matière qui va se dégrader lentement. Et à l'inverse, plus on va avoir un ratio faible et plus on va avoir un couvert et donc une matière végétale qui va se développer, se dégrader rapidement. Par exemple, les tontes de gazon ont un C sur N très bas, à peu près de 10-12, alors que le broyat de bois a un C sur N très haut, de plus de 150. Et donc, si vous épandez les deux, vous verrez qu'il y en a un qui se dégrade beaucoup plus vite que l'autre. C'est parce qu'il a un C sur N plus faible. Et donc, dans le cadre des couverts, et alors, petite chose aussi, c'est que les couverts, leur C sur N évolue en fonction du stade de maturité de la plante. Et donc là, on a une photo où on est en train de détruire un couvert et d'implanter un blé. Et parce qu'en fait, on est à pleine floraison. Et c'est le moment idéal pour détruire un couvert, juste après la floraison. Parce que ça va être là que le couvert ne fera plus de biomasse. Il va concentrer son énergie pour faire des graines au lieu de faire des feuilles. Et nous, ça nous intéresse plutôt qu'il fasse des feuilles et des tiges que des graines. Et c'est à ce moment-là aussi que le rapport C sur N va fortement augmenter et que le couvert, on va dire qu'il va se lignifier. Et donc, il va se dégrader beaucoup plus rapidement, beaucoup plus lentement. Et le problème de ça, c'est que les couverts lignifiés, en fait, ils ne vont pas relarguer de l'azote d'abord, ils vont d'abord en capter. En fait, on a 3 couverts, je simplifie, mais la carbone et l'azote, le carbone, c'est un peu les frites et l'azote, c'est la sauce. Et à un moment, si on n'a plus de sauce pour manger ces frites, on a moins envie de les manger, on va aller piquer la sauce chez le voisin. Et
les couverts, ils vont faire pareil dans le sol. Si on a trop de carbone et pas assez d'azote, eh ben, en fait, les couverts, ils vont capter l'azote du sol et pour se dégrader. Au lieu de restituer, ils vont en capter. Et donc, on a ici des couverts. Donc là, c'est le pourcentage d'azote minéralisé. Donc, c'est en gros la quantité d'azote que le couvert va relarguer. Eh ben, pour des couverts qui sont trop lignifiés, avec un C sur N trop haut, ils vont capter l'azote. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une fin d'azote. Et donc, dans ce cadre-là, si on détruit les couverts trop tard, et donc on est sur un laps de temps, on est beaucoup trop près de la date de semis de la culture suivante, en fait, on va avoir une fin d'azote et on va devoir augmenter la fertilisation pour avoir un rendement équivalent. Et si on ne le fait pas, on va avoir des pertes de rendement. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le blé que je vous ai montré précédemment. Donc, conserver ces couverts tardivement, oui, mais alors avoir des couverts peu lignifiés et avec des espèces, donc éviter les floraisons et avec des espèces comme les légumineuses qui conservent un C sur N bas. Voilà, si ce n'est pas clair, je pourrais expliquer un peu par la suite. J'espère que c'était clair. Un des gros autres avantages, et on en parle de plus en plus des couverts, c'est qu'ils vont permettre d'équilibrer le bilan humique, et donc c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'avoir, en fait, de stocker autant de carbone que le sol n'en perd chaque année. Chaque année, avec l'effet du climat et de la vie du sol, tous les sols vont perdre du carbone via ce qu'on appelle la minéralisation. Ils vont perdre à peu près 900 kg de carbone par hectare et par an. Et donc, à l'échelle de la rotation, on doit chaque année au moins amener autant que la perte. Sinon, au fur et à mesure qu'on va continuer à cultiver, on va avoir en fait un sol qui s'épuise. Et donc, on a des cultures, par exemple le colza, le maïs ou le blé, le maïs grain, qui vont, eux, restituer énormément de matière au sol et donc vont équilibrer le bilan humique. On a par contre d'autres cultures, surtout les cultures de printemps et malheureusement aussi des cultures très rentables, comme la carotte, le lin ou les pommes de terre, qui en fait restitue très peu au sol et donc on va en fait déstocker et appauvrir son sol. Et donc, le couvert, lui, va avoir ce rôle d'équilibrage du bilan humique. Et donc, par exemple, ici, on a un couvert de moutarde à 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, c'est un couvert vraiment très classique. 2 tonnes, c'est à peu près un couvert qui monte au genou, à mi-cuisse, un peu moins. Et donc, cette petite barre verte, elle va aller s'additionner à la petite barre beige pour limiter les dégâts voilà, pour un peu équilibrer le bilan. Et donc, pour un pomme de terre, ça ne l'équilibrera pas, mais pour une betterave, ben, si on additionne cette petite barre verte ici sur la betterave, on aura en fait à l'année, grâce au couvert, équilibré le bilan humique, et donc on va pouvoir continuer à cultiver sans appauvrir son sol. Il y a des méthodes, il y a un petit logiciel qui permet d'évaluer, mais là je vais passer, vous aurez mes slides, donc si vous voulez aller voir et chipoter, c'est assez intéressant. C'est un logiciel qui permet d'estimer la quantité, les quantités d'éléments fertilisants que peuvent restituer les couverts intermédiaires. Et donc, en gros, voilà. Et donc, ça, on encode un peu la composition de son couvert et le poids. Et donc là, vous voyez un peu, ça, c'est un couvert réussi, un couvert diversifié avec du tournesol, de la veste, de la févrole, de la facélie, de la moutarde. Ça, c'est un couvert vraiment, vraiment intéressant, et au niveau agronomique et au niveau faunistique. Et donc, ce couvert, voilà, j'encode les quantités qu'il y a, je vais calculer. Et alors, il va me dire, voilà, votre couvert a produit 5 tonnes de matière sèche, ça c'est intéressant pour à savoir. Il a piégé 125 unités d'azote, ce qui est énorme. Par contre, il va en restituer que 40 la première année. Et donc, il restera 90 unités à peu près à restituer les deuxième, troisième, quatrième année suivantes. Et c'est ce qu'on appelle là le volant d'autofertilité. Et donc, il va continuer à relarguer de l'azote. Et donc, on va pouvoir, à long terme, baisser petit à petit les doses d'engrais azotés. Et un couvert réussi, hein, comme je vous disais, là, il va aussi capter du carbone stable. Et donc, tantôt, on parlait d'une moutarde qui captait 200 kg de carbone stable. Ici, on a 700 kg, 0,7 tonnes. Et donc, on était à 350, mais au lieu d'avoir une barre ici, on est à 700, donc on est là. Et donc, en fait, vous imaginez, grâce à un couvert réussi comme ça avant une pomme de terre, on équilibre à l'année 700 plus 250, on est à plus que 900. Et donc, à l'année, grâce au couvert, on va pouvoir équilibrer le bilan humique, même si on a une culture qui ne restitue peu de matière organique. Alors, concrètement, comment on fait maintenant? Voilà, ça, c'est quelques avantages. Il y en a plein d'autres, hein, des avantages sur les couverts, mais en 20 minutes, c'est compliqué de condenser. 2 gros points pour réussir ces couverts. 1,
semer le plus tôt possible. Aude l'a déjà dit, mais clairement, l'été, c'est la période où il y a le plus de photosynthèse potentielle, il y a plein d'ensoleillement, il fait chaud, et donc c'est là qu'on va pouvoir maximiser le développement des couverts. C'est là aussi et donc aussi intérêt de semer le plus tôt possible, le plus proche de la moisson, même avant, c'est qu'au moment de la moisson, on a encore un peu de fraîcheur au sol, et donc même s'il fait chaud, il reste un peu d'humidité, et donc cette humidité va être bénéfique pour avoir une bonne germination des couverts. Alors que si on déchaume, on va perdre cette humidité, et on voit en général parfois des déchaumages qui se font dans des nuages de poussière, parce qu'en été, en fait, on a perdu toute l'humidité du sol, et qui dit pas d'humidité dit pas de levée, pas de développement des couverts, pas de germination. Donc au final, des couverts qui se développent moins bien. C'est aussi un pont vert, donc voilà, qui permet de conserver un abri, en tout cas éviter une zone nue le plus court possible, un laps de temps le plus court possible. Et aussi, quand on sème tôt, en fait, on rentabilise son investissement. Semer un couvert à 50, 60 euros de l'hectare, plus équivalent encore soit 50 ou 60 euros de coût de main-d'œuvre et de mécanisation. Donc, ça fait, on investit une centaine d'euros par hectare pour semer un couvert, autant qu'il nous rapporte quelque chose. Donc, plus on le sème tôt, plus il va se développer, plus il va capter de l'azote et plus on va pouvoir avoir des retours sur investissement. L'autre gros point, c'est qu'on va implanter des couverts diversifiés. Là, j'ai mis 3-4 espèces. Au niveau légal, c'est minimum 2 espèces, mais clairement, on peut monter, et je pense que Stéphane vous présentera ses couverts, mais il est au moins au double, voire plus, et parce qu'en fait, il y a plein d'espèces qui ont des avantages vraiment intéressants. J'accélère. Hop, voilà, donc voilà, ça a plein d'avantages de diversifier les couverts. Pour les implanter, donc en fait, on disait à la volée ou en semi-direct. Et alors, vous voyez, donc là, j'ai fait un peu un tableau les effets de chaque technique de semis sur, d'un côté ici, tous des problèmes qu'on pourrait avoir après la moisson, les repousses de céréales, les sols compactés ou des vivaces comme des chardons et des mulots. Et ici, ce sont tous des avantages plutôt environnementaux. Et donc, en fait, c'est un peu un compromis. Il faut vraiment avoir un sol qui est en très bon état pour se dire qu'on fait un semis à la volée, parce qu'avec ça, on ne va pas pouvoir restructurer le sol, on ne va pas pouvoir gérer les mulots ou les vivaces, mais par contre, on va conserver les chaumes et les graines en surface pour préserver, nourrir le petit gibier, on va limiter les coûts et préserver la vie du sol, et on va aussi avoir des couverts qui se développent le mieux. À l'inverse, quand on travaille fort le sol, on va restructurer le sol, gérer les adventices, mais par contre, au niveau environnemental, c'est un peu moins bien. Et donc, on a des compromis parfois. Donc, en fait, il faut s'adapter aux situations, quoi. Donc, si on a des priorités à la gestion des problèmes, donc compaction, vivace, mulot, mais quand on n'a plus de problème, il ne faut pas retravailler le sol. Et donc là, on passe sur des systèmes beaucoup plus simplifiés et en fait, on est gagnant, quoi. Pendant le développement des couverts, il n'y a pas grand-chose à faire, mais par contre, leur gestion et leur destruction est aussi assez importante. Donc là, pareil, je vous ai listé à peu près les grandes familles de destruction des couverts. Et pareil, les deux plus efficaces, c'est la destruction chimique et le labour, qui sont aussi les plus efficaces, les plus faciles à mettre en œuvre et un peu passe-partout. Le problème, c'est que d'un côté, on utilise du glyphosate, une molécule qui potentiellement est quand même cancérigène. Et de l'autre côté, on travaille le sol, et donc en fait, on va mettre le sol à nu, on va perdre la stabilité structurale, et on va vraiment plus avoir aucun abri. Voilà, alors qu'on a aussi des techniques intermédiaires qui vont permettre de concilier et agronomie et environnement. Voilà, je pourrais y revenir après. Chaque technique a des avantages et inconvénients. Un des gros points aussi que j'ai oublié de dire, c'est quand on sème tôt, en fait, on a des couverts développés, bien développés, et plus une plante est développée, plus elle va être sensible au gel et plus elle va être facile à détruire. Et donc, c'est un gros avantage aussi. On pourrait, même des graminées, même de l'avoine, on pourrait arriver à la détruire rien qu'avec un roulage si elle arrivait à l'épiaison. Alors qu'une petite avoine qui est smétard, on peut rouler 10 fois dessus, on peut la broyer, c'est comme tondre un gazon, elle va repousser immédiatement après. Voilà, bon, ça, je passe. Donc, petit résumé, ça c'est pour les agriculteurs, le public agricole. Voilà, vraiment 11 conseils. Et quand vous respectez ces 11 conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos couverts. Et donc, au niveau des chasseurs, ça c'est aussi pour vous conseiller, quand vous discutez avec les agriculteurs de votre territoire, c'est un peu tous des leviers qu'ils pourraient mettre en place pour maximiser les couverts.
Voilà, donc ça, vous pourrez les reprendre. Et alors, dans les conseils vraiment spécifiques, les couverts, il y a pas mal d'agriculteurs qui voient ça encore comme une contrainte. Et voilà, ils sont obligés d'en mettre et ils font, on va dire, le minimum syndical. Pour les aider, donc il y a déjà les sensibiliser au fait qu'en fait, les couverts sont vraiment un avantage agronomique pour eux, mais il y a aussi des aides au niveau logistique, au niveau, voilà, ça prend du temps de faire des mélanges, mélanger plusieurs graines, et surtout quand on fait des mélanges à 50, 60 kg hectares, vous imaginez ça, on parle de l'ordre de la tonne, et donc simplement les aider à préparer les commandes ou commander à leur place, voilà, comme ça vous pouvez avoir concevoir un couvert qui correspond aux attentes de l'agriculteur et à vos attentes aussi, et vous pouvez orienter le mélange vers un objectif plutôt faune. Peut-être aider à la moisson si y a parfois il y a des moments avec de la manutention ou de la logistique, ravitailler des semences. Voilà, c'est quand même un moment qui est fort chargé. Le plus simple, c'est encore une aide financière. Voilà, payer une partie des couverts ou même l'entièreté des couverts en échange de l'implantation. Et voilà, et donc c'est vraiment un gagnant-gagnant. Et alors, pour la suite, pour préserver, parce que c'est bien de préserver, de favoriser la faune, mais il faut éviter de la tuer au moment de la destruction. Et donc, ça va être, par exemple, l'effarouchement au moment de la destruction avec du chien ou avec une battue la veille ou même le soir même. Ou alors, pour les agriculteurs, ça va être des techniques de destruction où, au lieu de tourner autour du couvert, on va plutôt partir d'un côté de la plaine et puis faire des allers-retours. Et au moment de la dernière bande, on va ralentir la vitesse du tracteur parce qu'on sait qu'on aura concentré tout le petit gibier dans une seule bande, refuge, et donc on va faire un massacre si on va trop vite. Il faut leur laisser le temps de partir. Voilà, et alors, communiquer simplement, en fait, que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, les agriculteurs, je pense, sont sensibles au fait d'avoir, quand on leur dit qu'il y a 5 ans, ils n'avaient plus de lièvres ou de perdrix sur leur champ et que maintenant, grâce à leurs pratiques agricoles, il y a de la vie qui revient, ça, c'est quand même toujours réconfortant et on voit qu'on fait du bon boulot. Et alors, le dernier point sur lequel j'insiste aussi, c'est que les agriculteurs, quand on leur parle de petite faune, en général, d'oiseaux, ils pensent corneille, ils pensent chouca, ils pensent corbeau, ils pensent, oula, mais ça va me porter des emmerdes, les lièvres également. Et donc, effectivement, il faut préserver, il faut pas maximiser la faune, l'objectif, c'est de l'optimiser, il faut un équilibre. Et donc, arriver aussi à une entente entre l'agriculteur et le chasseur, parce qu'il y a, par exemple, pour la destruction contrôlée de corneilles, il y a parfois des gros problèmes où ça peut poser des gros problèmes. Et donc là, les chasseurs peuvent faire un pas vers le monde agricole en étant proactifs dans la gestion des ravageurs pendant la période de semis. Et alors, les agriculteurs seront, à mon avis, sûrement plus enclins à mettre du leurre pour préserver et implanter des couverts diversifiés. Voilà. J'avais des petits exemples, mais je pense que ce sera pour les questions-réponses. Et alors, je termine par ça, c'est que les 22 et 23 juin 2022, on organise à Meux, chez Stéphane, un gros festival avec plein de démonstrations de couverts, entre autres, de techniques de destruction. Et Faune et Biotope sera là pour des démonstrations d'effarouchement et d'autres pratiques liées à la chasse et à l'agriculture. Donc, je vous invite déjà à noter ces dates dans vos agendas. Je vous remercie. Voilà, bonjour à tous. Donc Stéphane Henry, je suis agriculteur à Meux. Bon, c'est une première pour moi, donc j'espère que ça va bien se passer. Je risque de répéter quand même quelques infos que nous avons eues via les deux précédents présentateurs. Donc voilà, ça va être, j'ai 5 à 10 minutes. À mon avis, ça sera un petit peu plus long pour vous présenter ce qui se passe chez nous. Donc, voilà. Hop. Il ne veut pas bouger. Et voilà, ça y est. Donc voilà les 7 points qu'on va aborder pendant ces 10-15 minutes. Je vais commencer par présenter par l'exploitation. Donc c'est une ferme esbignonne dans l'agriculture conventionnelle avec une petite partie en bio, 15 hectares de bio. Il y a 11 cultures différentes sur l'exploitation. Donc les cultures, c'est des cultures fort diversifiées. Donc on va dans les céréales, on va dans du lin, on va dans du miscanthus, on fait de la vigne, on a
dans les légumes verts, je veux dire des fèves des marais, des épinards, des haricots, des oignons, des carottes et des pommes de terre. Je crois que j'ai quasi tout cité. La taille moyenne des parcelles, c'est aux alentours de 10 hectares. En fait, avec la photo aérienne ici, on voit quand même qu'on est clairement dans une zone de grande culture avec un grand parcellaire. Et j'en profite pour vous montrer sur la photo voilà, tous les petits aménagements qui ne sont pas faciles à voir. Mais bon, ici, on voit une haie, on voit des miscanthus. On essaye d'aménager le territoire pour limiter les surfaces qui sont trop grandes pour l'hiver. Il y a 600 mètres de haies qui ont été plantées en 2022. On reparle sur la même plantation pour cette année. Donc, il y a les 3 hectares et demi de miscanthus, j'en ai parlé, c'est pour le chauffage de tous les bâtiments. Donc, tous les bâtiments ont été chauffés. Et le miscanthus, ça a quand même été un gros apport pour la chasse. 3 hectares de vigne, j'en ai parlé. Et donc, les cultures sont faites en labour et en non-labour. Tout est vraiment fait en fonction de la culture. Ça, je ne vais pas en parler, mais toutes les décisions qui sont prises, elles sont avant tout elles sont économiques, agronomiques et législatives. Parce qu'il faut respecter la législation. Donc, on en est là. Hop, voilà. Ça, c'est le petit historique de la chasse. Donc, je repars de 1976. C'est la toute grande année de la chasse où mon grand-père me rappelait qu'ils avaient tiré un lièvre et un perdreau à l'hectare. Donc, le territoire à cette époque-là faisait 120 hectares, je crois. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, à mon avis, ils ont peut-être été un peu trop forts cette année-là. Et 1979, on voit clairement une grosse baisse des populations. En 85, on arrête de chasser le lièvre parce qu'on voit vraiment que c'est la catastrophe. À peu près en 79 et 85, on commence à avoir les premiers renards. Puis il y a la construction de l'autoroute, la E411, qui coupe le territoire en deux. Donc ça qui n'a vraiment pas aidé. Et bon, dans les années 90 à 2000, malheureusement, on commence le lâcher de gibier, qui est la fin du gibier sauvage. Donc, on s'est bien rendu compte que le lâcher avait vraiment anéanti les dernières zones où il y avait du sauvage. De 2009 à 2015, on arrête carrément la chasse parce qu'on ne veut plus participer à la chasse de gibier à tir. Donc, on veut clairement aller vers autre chose. Donc, on arrête pour voir comment ça se développe. Et puis là, on arrive sur l'implantation des miscanthus qui ont été vraiment le côté positif pour relancer vraiment la chasse. Et alors, depuis 3-4 ans maintenant, on s'associe à 4 personnes qui ont la même vision des choses par rapport à la chasse de gibier uniquement sauvage. Donc, on se promène à 4, on fait une petite chasse, on est très content de tirer 10 lièvres et 4-5 faisans. La qualité compte beaucoup plus fort que la quantité. Et ça, je crois qu'il faut, si on veut que la chasse continue, c'est vraiment vers ce genre de chasse qu'il faut pratiquer. Donc oui, la chasse, donc c'est un territoire de 220 hectares. Donc les miscanthus, j'en ai déjà parlé. Il y a 2 km de rivière qui traversent la chasse, donc c'est la Meung, c'est la fin de Meilloul. Les 3 hectares de vignes ont été aussi quelque chose de très intéressant avec l'interrang qui a été végétalisé avec pas mal de graminées et beaucoup de trèfles. On voit les trèfles ici en fleurs. Donc c'est clairement une très très belle zone mellifère. Et en plus, les lièvres, c'est un peu le problème pour les vignes, c'est qu'ils créent des dégâts. Mais les lièvres ont explosé dans cette partie de la chasse. Ça, c'est quand même fort intéressant. Avec la gestion qu'on doit suivre maintenant, c'est vrai qu'on ne tirait plus de lièvres avant. Et cette année-ci, on a tiré 10 lièvres. Donc, on en avait pu tirer depuis quelques années, 1 ou 2 l'année avant. Et maintenant, en recensement, cette année, à la veille de la battue, on a recensé 65 lièvres sur les 200 hectares de chasse. Avec des parties où on n'a pas su les voir puisqu'il y avait des couverts. Puis il y a juste 1 hectare de bois et 25 aires d'étang, donc avec un peu de canard. On voit que les chevreuils ont élu domicile dans les miscanthus, donc tout l'hiver, c'est devenu le club maître de la région. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a quelques points importants que je veux quand même remettre au point. Je suis bien placé puisque je suis chasseur et agriculteur. C'est vrai que la disparition du gibier des plaines, elle est multifactorielle. Et il faut arrêter d'opposer, de taper sur l'agriculture, de dire que c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Non, c'est clairement, nous, en 1979,
Mon grand-père, il y avait 2 chasses ensemble, ils avaient un garde pour 100 hectares à temps plein. Aujourd'hui, si nous, on ne s'en occupe pas, c'est très compliqué. Donc, rien que ça fait déjà beaucoup. L'augmentation de la circulation, il faut s'en rendre compte. Nous, cette année, on a 3 chevreuils écrasés, on a une dizaine de lièvres écrasés. Donc, ça fait partie de la dégradation aussi du gibier. En faisant, pour nous, le pire, ça a été le lâcher de gibier de tir. Ça a vraiment été catastrophique. Et alors, l'augmentation du nombre de prédateurs, l'augmentation du renard, l'augmentation des corvidés. Et ça, on est en train de faire une grosse chasse aux corvidés. Et voilà, sur 2 ans, je crois qu'on doit être aux alentours de 300 corvidés tirés. Et la relation avec l'augmentation du lièvre, elle est clairement là. Le remembrement en 1978 qui a fait augmenter la surface des parcelles et une perte de biodiversité parce qu'avec MDE, il y a des arbres qui ont disparu. Et l'augmentation de la vitesse et de la largeur du travail, plus le travail de nuit n'a pas aidé. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et donc oui, moi j'ai facile parce que je suis chasseur-agriculteur, mais bon, dans toutes les démarches que vous avez l'un envers l'autre, le plus important, c'est d'être positif et d'être constructif. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'agriculteur, c'est un gagne-pain et la chasse, c'est une passion. Donc, l'idéal, c'est de bien s'entendre et de faire les choses ensemble. Donc, voilà, je vais reparler un peu plus des intercultures chez nous. Je vais le faire en plusieurs points. Là, je vais rejoindre quand même pas mal d'infos qui m'ont été données déjà auparavant. Donc, la décision par rapport aux engrais verts, chez nous, elle est quand même on réfléchit depuis un certain temps. Je suis aidé quand même pas mal par Greenotech. Je suis pas mal de formations. Donc, c'est sûr qu'il y a le côté agronomique est très important, mais il y a le côté économique qui compte aussi. Pour les choix découverts, on a découvert diversifié, j'en parlerai après. On utilise pas mal d'outils d'aide à la décision, ce qu'on appelle les OAD, donc on remplit les mélanges qu'on veut essayer en fonction de la date, de la période. On arrive à trouver des mélanges qui sont les plus intéressants possibles. On n'en a pas encore trop parlé, mais moi je suis, par rapport à la législation qui est en place, l'importance de l'azote dans les couverts. Si on veut avoir des beaux couverts qui poussent rapidement, ils ont besoin d'azote disponible tout de suite. Et ce n'est pas parce qu'on met un petit peu d'azote via des fientes de poule ou via du lisier. Si le couvert pousse bien, il va capter toute cette azote qui est disponible. Et donc, il n'y aura pas de lessivage, il n'y aura pas de problème pour les sols et pour les eaux. Nous, dans les mélanges qu'on a utilisés, les mélanges, c'est des mélanges très, très diversifiés. Ils dépendent très fort quand même des 2 points suivants qui sont les dates de plantation et les météos. Donc, une année, on a fini moissonner le 5 août, une année, on a fini comme cette année-ci, le 5 septembre. On a perdu un des meilleurs mois pour la végétation. Donc, c'est sûr qu'on essaye d'avoir des mélanges, mais en général, dans le mélange, il y a les 4 familles que Simon a présentées tout à l'heure. On est sur des avoines, on est sur des tournesols, on est sur des facélies, on est sur du Niger, sur de la moutarde, l'avoine, je ne sais pas si j'avais dit l'avoine, du radis, parce que j'ai oublié, mais enfin, il y a tous les mélanges possibles. Et alors, par rapport à ces mélanges, par contre, faire quand même une grande attention par rapport au sanglier. Bon, nous, on a encore un indemne sur Meux, sur une autre ferme, là, on est quand même envahi de sanglier. Et clairement, il faut quand même être vigilant par rapport aux surfaces de parcelles. Parce qu'une parcelle, un grand couvert, un couvert qui fait 1 mètre dans une parcelle de 15 hectares, c'est très compliqué pour gérer la population de sangliers. Donc, ça, il faut quand même être très, très vigilant. Ce qu'on fait aussi, on a des couverts assez courts. Donc, les couverts courts, c'est des couverts qui vont rester 1 mois, 1 mois et demi. En fait, c'est des couverts qu'on implante après un pois et avant de semer une céréale. Bon, parfois, il reste 2 mois, ça dépend quand les pois sont récoltés. On a fait des essais aussi par rapport, juste après des pommes de terre grenaille, donc qui sont arrachées assez tôt. Bon, le couvert n'est jamais fabuleux, alors donc là, on dépense un petit peu moins d'argent dans les couverts pour pouvoir permettre d'arriver à mettre quelque chose et d'avoir le sol qui reste couvert le plus longtemps possible. Et dans les couverts longs, de plus en plus, on essaye de les détruire le plus tard possible, avec la contrainte de certaines cultures où on n'a pas le choix. Et là, on les détruit un peu plus tôt.
parce qu'on ne peut pas avoir de résidus pour implanter, par exemple, de très, très petites graines. C'est compliqué d'avoir une grosse masse de résidus en surface du sol. Bon, les différentes espèces, je ne vais pas trop en parler. Tu sais, je peux peut-être dire que la facélie est une plante très intéressante d'un point de vue mellifère. Mais par contre, pour le gibier, elle est peut-être moins intéressante parce qu'elle a tendance à refermer un peu fort l'intérieur du couvert. Donc, pour le déplacement du gibier, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, par rapport aux structures de sol et à la mycorhize, c'est quand même un couvert qui est très, très intéressant. Dans les autres couverts aussi qu'on utilise, c'est des couverts associés. Donc ça, c'est pas vraiment des couverts d'interculture, c'est des couverts qu'on met en place avec un colza. Donc là, on sème du trèfle blanc dans nain en même temps que le semis du colza. On sème des févroles. Puis on peut essayer 3, 4, 5 autres plantes, un peu de trèfle d'Alexandrie, on peut mettre du sarrasin, on peut mettre du lin. Donc on a déjà fait pas mal d'essais. C'est surtout dans le but de diminuer les insecticides pour qu'il y ait des plantes qui deviennent des pièges pour les insectes. Et donc, ils vont plutôt se fixer sur le couvert plutôt que sur le colza. Et maintenant, avec cette trèfle blanche, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de la garder pendant 2 ans. C'est la première année qu'on essaye. Donc, on a ressemé du froment sans travail de sol. Donc, les colzas ont été récoltés. On a broyé les colzas, on a laissé repousser le couvert. On avait un trèfle qui montait un petit peu en dessous du genou. Donc là, on a fait un herbicide. Donc on a fait un Roundup à très petite dose pour freiner le trèfle pour ne pas qu'il envahisse et qu'il laisse pousser le froment. Et voilà, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Mais en tout cas, le sol sera resté couvert quand même pendant 2 ans. Donc rien que par rapport à ça, c'est très, très intéressant. Et par rapport à une année humide comme cette année-ci, l'implantation, la structure du sol était très importante. Donc ça, c'est vrai que par rapport aux autres où c'était fort mouillé, ça allait. Maintenant, l'implantation est un peu difficile parce qu'en surface, c'était un petit peu mouillé. Mais bon, on verra bien après l'année. Dans le coût de mélange, c'est très simple. Plus on diversifie, plus on veut avoir de plantes et plus on veut en mettre de plantes au mètre carré, plus ça coûte cher. Donc, je vais dire que les mélanges, ça peut aller de 30 à 70 euros l'hectare. C'est un peu la tape sur les mélanges. Voilà. Alors, la destruction, ça c'est vraiment le gros problème du couvert, enfin, pour moi, c'est ce que je trouve. Ici, j'avais une vidéo, mais voilà, je n'arrive pas à la faire passer, donc c'était pour montrer une destruction d'un couvert et un semis de céréales. Bon, c'est clair que voilà, le carré ici, c'est les 4 points qui sont très importants. La législation, voilà, on est obligé de respecter les dates, on est obligé de date de semis, date de destruction. Donc ça, c'est le point qui est le plus important, même si pour moi, elle n'a pas toujours été très bien étudiée, mais ça, c'est un autre problème. Le souci agronomique, voilà, on ne va pas détruire un couvert quand il fait trop mouillé, on ne va pas le détruire trop tard, comme Simon l'a expliqué. Les choix du non-labour, du labour, ils rentrent dans cette décision-là. La mécanisation est un peu pareil. Comment va-t-on le détruire? Comment va-t-on retourner le couvert, le laisser sur place? Et alors, la météo, la météo, c'est clair que s'il fait trop mouillé, on ne sait pas le détruire. S'il gèle, c'est l'idéal, mais c'est d'une année à l'autre, ça peut très, très fort évoluer. Et donc après, j'ai repris la destruction, le sujet qui fâche. Mais clairement, dans les points, les 4 parties, c'est ma façon de penser, de voir les choses, c'est que le premier, c'est le moins bon, le dernier, c'est le meilleur. Donc, le broyage suivi d'un labour, clairement, on broie le couvert, donc danger pour la petite faune qui se trouve dans le couvert. Le labour, on laboure assez tôt, donc tout l'hiver, le sol est nu. Ça, c'est un peu un problème. Après, on a le roulage ou les outils à disque. Le souci de ça, c'est la vitesse. Donc, la vitesse et la largeur des outils. Donc là, c'est assez compliqué et il faut être quand même très vigilant. Et à ce moment-là, il faut vraiment utiliser tous les moyens qu'on a pour pouvoir limiter l'écrasement ou le danger sur la petite faune. Dans les outils qui permettent d'utiliser, de faire partir le gibier, il y a les drones, il y a le gibier, il y a les chiens d'arrêt.
Il y a la vitesse de travail, et alors commencer par le centre, clairement, et aller vers les extérieurs, comme ça on limite déjà la population, on divise la population en deux, et on ralentit très très fort sur les dernières lignes. Bon, après, il y a le labour tout seul, mais il n'y a pas le problème du broyage et qui peut poser un problème de destruction dans le fond du labour. Je vais boire un petit coup parce que... Alors, la destruction chimique, c'est le grand débat, le Roundup. Clairement, le Roundup, c'est celui qui a, bon, il a l'aspect chimique, il a l'aspect contraignant d'un point de vue chimie, mais par rapport au couvert, par rapport à la biodiversité, je crois que c'est celui de ma façon de penser qui est le moins contraignant, parce qu'on le fait à une période plus tard. Le couvert reste encore en place au moins 3 semaines à 1 mois avant d'être complètement détruit. Et alors, il y a le coup de destruction par le gel. Le gel, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais malheureusement, ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus de gros gel. Et ça, c'est un peu un souci. Mais sinon, les destructions en tant que gel, c'est quand même idéal. Et alors, je vous invite à aller voir l'application Agro, qui donne toute la législation et qui permet, c'est assez facile de l'utiliser quand vous avez des questions que vous posez. Alors ici, j'ai d'autres petits aménagements qui sont intéressants qu'on a mis en place chez nous. Donc la première photo est celle au-dessus à gauche et celle en dessous à gauche. C'est des pinsons du Nord donc, qui sont restés dans des tournesols qu'on a mis en place dans un bord de parcelle. On devait récolter des carottes pour faire un emplacement assez dur. Et bien, vous voyez qu'on ne voit pas très bien parce que la photo est trop petite, mais la photo d'en dessous, en fait, c'est rempli de pinsons. Donc, c'est assez sympathique de se promener dans ces couverts et de voir ça. La photo du milieu, ben là, on a laissé une bande de céréales sur pied. J'avais fait un petit calcul, je vais le reprendre parce que c'est quand même intéressant de se rendre compte que c'est quand même ça ne coûte pas très très cher et ça, je crois que les chasseurs pourraient intervenir par rapport à ça. Donc, quand on laisse une bande de 200 mètres sur 2 mètres de long, il y a 400 mètres carrés. Sur un chiffre d'affaires qui, cette année-ci, est quand même fort élevé, on va parler de 10 tonnes à 250 €, on arrive à 2500 € de l'hectare. Si vous laissez 400 mètres carrés, ça va vous coûter 100 €. Donc, je ne pense pas que c'est des budgets qui sont trop élevés par rapport à l'avantage que ça va apporter. Et ici, en plus, pour le brut employé, c'est vraiment un aménagement qui est très, très, très intéressant. La seule chose où il faut être très vigilant, c'est les mulots. Et alors, ici à droite, pareil, c'est une zone de déchargement. On a implanté un trèfle, un mélange avec plusieurs trèfles, donc qui est très, très mellifère. C'est en fleurs, c'est rempli d'abeilles toute l'année. Et j'en ai profité pour vous montrer un enrouleur qui est en train d'arroser, parce que parfois on décrit l'irrigation, mais il faut se rendre compte quand même que chez nous, en année sèche, le gibier suit l'enrouleur. Quand on a des périodes où il ne pleut pas pendant 3 semaines et qu'on est en train d'arroser, la rivière chez nous, elle est à sec, et pendant qu'on arrose, il faut voir le gibier qui suit l'enrouleur et qui va s'abreuver sur les couverts ou dans les petites flaques d'eau qu'on laisse sur place. Donc voilà. Alors, Simon en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si j'étais chasseur, mais pas agriculteur? Voilà, essayer de prouver l'intérêt économique d'un beau couvert. Ici, vous voyez un couvert qu'on a détruit pour semer une céréale là sur la gauche. Essayer de pousser un peu les innovations techniques. C'est vrai qu'il y en a encore qui ont du mal à se passer de labour. Il y en a qui ont du mal à avoir des grands couverts. C'est la discussion, ça va avancer. Je crois que dans les jeunes, ils apprennent d'autres techniques. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Donc, tant mieux, ça va faire avancer les choses. Et alors, clairement, la limite de l'érosion et le lessivage des engrais, ça, il n'y a pas de preuve à le faire. Ça se voit très, très bien. Et comme les deux précédents, les couverts le plus diversifié possible. Et pourquoi pas le coup des semences par les chasseurs ou en partie, ce serait quelque chose de plus positif.
Donc voilà, mais merci pour votre écoute. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup aux 3 intervenants pour vos interventions. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau phonistique ou au niveau agronomique. Donc, je vous propose qu'on aborde maintenant les questions qui ont été posées durant le webinaire. Ouh là là, je vois que ça continue. Bon, je vais me concentrer déjà sur les questions qui ont été posées. Après, je regarderai si on a des nouvelles. Donc, une question pour Aude. Est-ce qu'il y a un motif géométrique qui est plus favorable pour la faune? Par exemple, ici, le participant propose d'augmenter les lisières pour favoriser donc tout ce qui est zone, je veux dire, de transition, qui sont généralement plus intéressantes pour la faune. Oui, alors oui, effectivement, ouais, tous les aménagements, on préconise beaucoup d'aménagements en bande, hein, de manière générale, hein, pour les bordures de parcelles, hein, des bandes enherbées, des haies, etc. Après, pour les couverts d'interculture, la pratique est un peu différente, hein, c'est-à-dire que l'agriculteur, il a une obligation aussi d'implantation de couverts sur sa parcelle. Et donc là, effectivement, ben, on est en principe sur des implantations en plein dans la parcelle et on agit très rarement uniquement sur des bandes ou sur des morceaux de parcelle, si ce n'est quand on est vraiment en phase de test et d'essai. Okay. Une question pour Simon. Donc, une fois qu'on a semé une première interculture, est-ce qu'il serait judicieux de ressemer un deuxième couvert pour éviter que le premier ne lignifie? Oui. Alors, en fait, effectivement, oui, c'est judicieux, mais le problème, c'est qu'en général, donc on va semer un premier couvert début août, il va arriver en floraison à peu près à la mi-octobre, ça dépend des espèces, mais et ça fait en tout cas 3 ans qu'on n'a pas de très bonnes conditions à la mi-octobre pour pouvoir réimplanter correctement un couvert sans compacter, parce que quand le sol est humide, en fait, on va compacter le sol. Et donc, c'est une bonne, à mon avis, c'est plus adapté pour la région en Occitanie qu'en Wallonie. Voilà, en Wallonie, c'est pas l'idéal. Par contre, on peut, dans le premier couvert, implanter des espèces comme du trèfle incarnat ou du seigle qui vont en fait être non gélives et donc même, donc, par exemple, on fait un mélange avec de la facélie, du tournesol, du trèfle incarnat et du seigle. La facélie, le tournesol, ils vont se développer pendant l'automne et puis après, ils vont geler. Et alors, le seigle et le trèfle incarnat, eux, vont continuer à couvrir le sol pendant l'hiver et puis on les détruira au printemps au moment du semis de la culture suivante. Donc, en gros, on ne fait pas 2 semis, mais on fait un couvert avec différentes espèces, gélives et non gélives. Voilà. Ça, en tout cas, pour nous, en Wallonie, c'est plus efficace. Ok, merci. C'est vrai qu'on a quelques participants français, donc c'était bien de faire la différence. Oui, juste si je peux compléter, effectivement, dans les agriculteurs, là, chez les agriculteurs chez lesquels on a fait les essais de couverts en été, et il y en a effectivement derrière qui ont détruit ces couverts-là et qui ont réimplanté derrière un couvert hivernal. Donc, effectivement, ils ont implanté le premier début juillet, ils l'ont laissé jusqu'en septembre, et derrière, ils ont réimplanté en semi-direct un couvert hivernal en septembre. Et du coup, effectivement, nous, il n'y a pas de souci pour son développement à cette période-là. Okay. Pour Aude, j'ai une nouvelle question. Donc, vous avez présenté différentes techniques, notamment différentes techniques de semis. Est-ce que, au niveau de la faune, on voit des différences? Est-ce qu'il y a un intérêt de privilégier une technique plus qu'une autre? Alors, sur les semis d'été, ce que je disais, c'est des choses encore assez récentes sur lesquelles on n'a pas encore fini de faire les suivis. Après, ce qu'on observe, c'est que tous les couverts sont fréquentés. Ils n'ont juste pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire que les couverts qu'on va implanter tardivement, finalement, on va avoir plus d'intérêt en termes de refuge et de protection contre les prédateurs en hiver.
alors que les couverts qui vont être implantés précocement vont permettre de maintenir des habitats de reproduction pour certaines espèces. Donc, on est plutôt dans la complémentarité de ces pratiques et de ces couverts, plutôt que de dire les uns sont plus intéressants que les autres. Ils se complètent plutôt. Ok, merci. Moi, j'avais une question pour Stéphane. Je me demandais si tu avais déjà testé justement différentes techniques de semis un peu particulières, parce qu'on voit que tu as déjà testé des mélanges, enfin différents types de mélanges avec plein d'espèces différentes. Est-ce que c'est également le cas pour les techniques de semis? Oui, dans les techniques de semis, on a quasi tout essayé. On a fait des semis directement sur des chaumes, on a fait des semis donc avec un semoir à disque. S'il pleut, ça va très bien. Toutes les techniques peuvent être très bonnes, mais tout dépend des conditions. Et donc, l'année passée, on a une terre de pois, par exemple, qui était fort abîmée à la récolte. Mais on a utilisé un décompacteur donc, qui a été en profondeur dans le sol. Et on a semé à la volée dessus. Cette année, ça a été mon plus beau couvert. C'est un couvert qui faisait quasi 1 mètre de haut. Bon, il a eu le temps de végétation et il a fait quand même humide cette année, donc c'est vrai que ça a été assez rapide. On a essayé de semer à la volée au quat. Bon, ça, je crois que c'est vraiment celui qui veut rien dépenser et qui veut pas. C'est très difficile et qu'il y a un peu de vent, ça va pas très bien. Toutes les espèces ne sont pas adaptées au semis à la volée. Donc, oui, ça peut être utilisé, mais il faut vraiment avoir des conditions pareilles qui soient excellentes, qui pleuvent juste derrière. Là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc voilà. Super. Je vais poser une question à Simon, mais j'invite les deux autres intervenants à réfléchir à leur réponse aussi, parce que je pense que vous allez pouvoir vous compléter. Donc, il y a eu des questions en fait sur quelle date. Oui, enfin, il y a deux choses. Donc, d'abord, quelle serait la date de semis recommandée pour à la fois avoir un effet bénéfique pour la faune, le plus tôt possible, je vais dire en été, et tout en tenant compte du rapport C sur N, et à la fois maintenir le couvert le plus tard possible pour que ça soit favorable à la faune, mais pas défavorable au niveau agronomique. Donc, je vous laisse réfléchir à la réponse qui, je sais, n'est pas spécialement évidente parce qu'ici, on a clairement des aspects agronomiques et faunistiques qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans le même sens. Donc, voilà, Simon, je te propose de commencer. Oui. C'est une question qu'on s'est déjà posée, c'est une bonne question. En fait, elle paraît compliquée, mais elle est assez simple en fait. Il suffit. En fait, ce qu'il faut, c'est choisir la bonne espèce. Donc, par exemple, on a des espèces qui ont des cycles très longs, comme le sorgho ou le niger ou le tournesol, qui vont fleurir, il leur faut au moins 3 voire 4 mois pour arriver à la floraison. Et donc, ça, ce sont des espèces qu'on va pouvoir semer tôt, début août, et qui, fin novembre, arriveront seulement à floraison. Et après, elles vont se calmer. En fait, elles ne vont pas vraiment lignifier parce qu'elles arrêtent leur cycle. Il fait trop froid. En fait, les plantes, quand il fait trop froid, elles ne continuent pas à se développer, quoi. Et donc, en fait, ça va simplement s'arrêter, se mettre sur pause, et le couvert va rester comme ça, et puis après dépérir pendant l'hiver. À l'inverse, semer une moutarde début août, ça, c'est l'assurance d'avoir une moutarde en fleurs début octobre. Et alors, souvenez-vous, donc, avec la législation, interdiction de détruire avant le 15 novembre. Et donc, pendant 1 mois et demi, vous allez avoir une moutarde qui va se lignifier, faire des graines. Voilà, donc la moutarde, semi-tardif, le tournesol, semi-précoce. Et donc, en fait, en fonction de la date de semis, on va choisir la bonne espèce ou le bon mélange. Et si on... Et alors, un peu le bonus, plutôt le couteau suisse du couvert, ça va être les légumineuses, qui, elles, même quand elles vont en fleurs, elles ne lignifient pas. Leur C sur N reste quand même très bas. Et donc, même si on a des trèfles ou de la févrole qui vient en fleurs, ils vont quand même se dégrader rapidement. Et donc, dans tous les cas, on va essayer de maximiser alors les légumineuses dans les couverts, parce que même en plus de leurs avantages agronomiques d'effet engrais vert, c'est quand même des plantes qui sont hyper intéressantes au niveau des pollinisateurs.
Donc voilà, essayer de maximiser les légumineuses dans les couverts, c'est ça qui permet de réduire le C sur N et donc de concilier tous les effets agronomiques, faunistiques, environnementaux. Je vais juste peut-être intervenir par rapport à Simon. Pour les légumineuses, le problème, c'est la législation. Au nouveau, la législation n'est pas adaptée, a été mal pensée. On devrait pouvoir mettre plus de légumineuses dans les mélanges. Ça aiderait pas mal de choses. Mais voilà, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont faire les choses pour qu'on puisse mettre un peu plus de légumineuses dans les mélanges et que ce soit plus performant. Aude, du même avis que Simon et Stéphane. Je rejoins la réponse apportée effectivement sur les semis précoces. Les seuls couverts que les agriculteurs ont bien voulu du coup conserver tardivement, c'était les couverts à base de légumineuses, notamment les trèfles violets qu'on avait implantés précocement. Après, sur les autres mélanges qu'on implante en été, même les sorgho chez nous, au final, font un cycle assez rapidement et du coup, les agriculteurs les détruisent généralement courant octobre ou plus tard, on ne les laisse pas plus tard. Donc, on a vraiment ou le couvert d'été ou le couvert d'hiver. On n'arrive pas à avoir un couvert, effectivement, qu'on arrive à conserver sans avoir ce problème de lignification. Tant qu'on parle des mélanges, justement, il y avait un participant qui demandait si le mélange sorgho-facélie-niger dont vous parliez était résistant au gel. Et dans le même genre, je vais dire, il y avait aussi une question par rapport à la févrole. Est-ce que c'est une espèce qui est intéressante dans les mélanges intercultures? Peut-être Simon, tu peux répondre. C'est peut-être, enfin, si je te prends pas au dépourvu. Alors oui, je vais répondre. J'avais juste un petit souci technique. Donc, première question. Alors, le Niger et le sorgho sont des espèces hypergélives. Donc, il y a même s'ils ne gèlent pas, à 1 degré, elles gèlent, quoi. Je veux dire, elles passeront jamais l'hiver. La facélie, ça va dépendre de son stade. Si vous avez une facélie, hop, comme ça, juste derrière moi, qui est en fleurs, celle-là, à vie, elle aura à -5. Non, c'est celui-là. Okay. Donc, la facélie, elle gèlera. Un coup de rouleau, vous arriverez à la détruire. Et en fait, la facélie, l'avantage, c'est que elle éclate assez facilement. Et donc, même avec un broyage ou quoi, vous allez la tuer, elle ne va pas reprendre. Donc, c'est une plante quand même assez passe-partout. C'est vraiment une plante à mettre dans les couverts. Au niveau de la févrole, ben oui, la févrole a des avantages. Il ne faut pas la mettre en pur, en tout cas comme premier couvert, parce qu'elle ne couvre pas très bien le sol et elle ne produit quand même pas énormément de biomasse, en tout cas en Wallonie, mais elle a une bonne racine pour structurer le sol et elle va permettre de capter pas mal d'azote et puis aussi elle est assez intéressante pour les pollinisateurs, donc en mélange, quoi. Voilà, ouais. Mais par contre, comme Stéphane l'a dit, la févrole, c'est une plante qui sème à haute densité. On parle de plusieurs dizaines de kilos par hectare, même en mélange. Et donc, en fait, en Wallonie, en tout cas, on ne peut pas la semer. Enfin, c'est un peu technique, mais en gros, voilà, on ne peut pas en mettre beaucoup parce qu'on doit respecter une parité non légumineuse qui est compliquée à respecter avec la févrole. Et je vois, il y a un participant qui dit que les graines de févrole ne seraient pas si intéressantes pour la faune parce qu'elles ne seraient pas consommées. Est-ce que l'un d'entre vous a une réponse par rapport à ça? De toute manière, sur les couverts, on ne cherche pas forcément la consommation des graines par la faune. On cherche à apporter un couvert. Effectivement, nous, dans le sud, c'est un couvert qui est pas mal utilisé et plébiscité par les agriculteurs. Après, on n'a pas votre problématique. Enfin, la réglementation n'est pas la même, donc on n'a pas ces mêmes contraintes de la part de légumineuses dans les couverts. Donc, c'est vrai que c'est une espèce qui est très utilisée. Après, non, par rapport à la problématique des graines, non, elle joue son rôle, en tout cas, de refuge, de protection, etc. Donc, non, pas de souci. Elle est plutôt attractive pour les... Oui, elle sert plus comme refuge que pour les graines pour être consommées, quoi. La févrole a un cycle trop long elle n'arrivera pas, elle ne produira pas de graines en tant que couvert. Enfin, pour le gibier, il n'y a pas que les graines non plus. À partir des moyens de floraison, il y a des insectes. Et on sait bien que tout ce qui est petit gibier est quand même friand d'insectes. Donc, à partir du moment où ça attire des insectes. Végétal.
C'est ça, c'est la chaîne alimentaire, ouais, finalement, qui se fait au sein des couverts, ouais, tout à fait. Ok. Je regarde l'heure, j'ai encore posé juste une petite question à Stéphane. Tu as parlé, quand tu choisis tes couverts, du système AOD. Moi, je ne connais pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et peut-être aiguiller les participants s'ils souhaitent justement faire des choix sur les couverts? J'avais bien dit, donc c'est OAD, c'est pas. Ah, pardon, Donc OAD. Ah oui, c'est ça que j'ai noté en plus. outils d'aide à la décision. En fait, c'est des plateformes qui sont mises en place pour pouvoir aider à faire des choix. De dire, ben voilà, une moutarde se met à telle période, c'est trop tôt. Il vaut mieux faire tel mélange. Il donne les quantités de mélange. Et donc, c'est vraiment un bel outil pour aider à faire des mélanges qui sont intéressants en fonction des. Donc, le Greenotech, c'est Magellan, c'est ça, Simon, tu me comprends? Protecto, ils ont aussi pas mal d'infos là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a deux, trois aides qui sont intéressantes. Et moi, je suis aussi abonné à AgriConseil, qui me donne quand même pas mal d'infos aussi par rapport à ça. D'accord. Simon, tu avais quelques photos, je pense, à montrer. C'est peut-être l'occasion de montrer les quelques exemples dont on a parlé justement en photo pour visualiser un peu mieux ce dont on a parlé. Je te laisse partager tes photos. Oui, effectivement, je partagerai après, mais ce dont Stéphane a parlé, c'est disponible sur notre site web greenotech.be. Il y a une rubrique aide à la création des mélanges avec plusieurs, il y a de la documentation et un tableur Excel qui permet de créer des mélanges équilibrés. Et sur le site de Protecto également aussi, qui est pas mal fait. Et au moins, il vous cadre parce que quand on utilise des OAD français, ils ne prennent pas en compte la législation wallonne, et donc il faut faire attention à ça. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer, c'était un peu des retours d'expérience. Si vous voyez mon écran, ouais, Oui. Voilà. Donc ça, c'est un des plus beaux couverts qu'on a réussi cette année, qui était quand même assez atypique. C'est un couvert à la volée, donc qui a été semé, comme Aude l'a montré, avec un épandeur à engrais avant la moisson. Le problème de ces couverts-là, c'est que c'est quand même assez technique, et en tout cas, nous, on n'a actuellement pas réussi à faire des couverts très homogènes, ce qui, au niveau agronomique, n'est pas idéal, mais au niveau phonétique, est quand même intéressant. Et par exemple, ça donne des choses comme ceci, où en fait là c'est le passage de l'épandeur où on a semé un peu trop tard et donc le tracteur en fait a raclé les épis et a fait tomber les graines. Il a égrené la céréale et donc on a un couloir avec énormément de repousses de céréales qui ont concurrencé le couvert. Et donc en fait au niveau agronomique c'est pas génial parce que là c'est une zone qui va par exemple se ressuyer moins vite ou qui va être un peu plus compliquée à retravailler. Mais par contre ça fait des couloirs pour le gibier et donc voilà, là c'est un compromis qui peut être intéressant. Voilà, saisir les opportunités, quoi. Un autre exemple ici que je voulais montrer, c'était entre les deux, voilà, là, en fait, c'est une même parcelle, et à gauche, ça a été déchaumé, à droite, c'était un semi-direct. Et on voit quand même que cette année, comme Stéphane l'a dit, son meilleur couvert, c'était quand il avait décompacté. Ben, nous, on a vu que le meilleur couvert, enfin, les couverts déchaumés étaient quand même plus beaux que les couverts en semi-direct, parce que malheureusement, les moissonneuses ont quand même un peu compacter le sol et donc les couverts, en fait, en semi-direct, on ne retravaille pas le sol, donc on ne le décompacte pas. Et les couverts ont quand même fort souffert de ce manque de structure. Voilà. Et du manque aussi de minéralisation, il y avait pas d'azote disponible. Petit exemple. Si ça tombe l'année prochaine, ce sera l'inverse. Hein. Si on a un été sec, ce sera sûrement l'inverse. Donc voilà, d'où l'intérêt de s'adapter à la situation à chaque année, quoi. Mais c'est compliqué. Voilà, il faut avoir des outils, il faut être réactif. Ça, c'est une photo un peu vue de près pour voir un peu la différence. Après, l'avantage, c'est que là, on a les deux champs. D'un côté, j'ai vu qu'il y avait une question sur les chaumes, enfin une remarque sur les chaumes. Au moins, là, il y avait de la diversité. Dans les essais, il y a toujours de la diversité. Donc, on avait une partie, il y avait des chaumes et l'autre partie qui était un peu plus couverte. Et alors, pour aussi illustrer ce que Stéphane avait montré avec le colza, donc en fait, sur la gauche, ça c'est un colza, on est à peu près en avril, et donc on voit le trèfle blanc qui est en dessous, qui se développe en dessous du colza, et à la moisson, le colza est mûr, et alors on a le trèfle, là c'est une parcelle bio, donc le colza, le trèfle c'était très bien développé, en conventionnel en général, il est un peu moins couvrant, mais vous voyez que normalement on aurait dû voir le sol, et là en fait on a un trèfle qui est limite en fleurs,
Donc, c'est vraiment tout bénéfique. Et ça a coûté 25 € de l'hectare, quoi. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Rien que pour l'azote que ça a capté, c'est rentable à l'année pour l'agriculteur, sans compter tous les services écosystémiques et environnementaux que cette pratique peut rendre. Voilà. Et alors, 2 petits exemples comme ça, je montrais. Donc ça, c'est pour vous représenter ce que peut montrer un couvert gelé. Voilà, ça c'est intéressant, mais malheureusement, c'est les repousses de céréales qui vont prendre le dessus. Et donc là, c'est en bio. Et en fait, on voit qu'il a commencé à labourer. C'est un labour de printemps, donc c'est quand même moins problématique, mais il va être obligé pour gérer ces repousses-là. Et à droite, c'est ce que peut donner un champ qui a été passé au glyphosate. Et donc, oui, il n'y a plus rien de vivant, c'était le but du glyphosate, mais il y a quand même encore une structure aérienne, je veux dire, avec voilà, un abri. C'est pas un sol nu comme on pourrait l'avoir à côté, quoi. Voilà, c'est des petits exemples que je voulais montrer pour un peu illustrer tout ça. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore des questions, mais malheureusement, on ne va plus avoir le temps pour y répondre. Mais si jamais voilà, ces questions vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, on les retransmettra aux intervenants. Merci à tous en tout cas pour votre participation. En tout cas, ce que je retiens de ce webinaire, c'est que tous les trois, je pense, vous avez parlé de la communication entre chasseurs et agriculteurs. Ça me semble quelque chose de super important et sur lequel on insiste vraiment à chaque fois. C'est la collaboration, c'est plus que nécessaire, sinon on n'arrive pas à, je veux dire, améliorer l'habitat. C'est nécessaire de travailler en concertation et chacun peut faire, je veux dire, une petite part, un petit effort pour qu'on puisse aller plus loin tous ensemble. Donc, dans les choses plus techniques que j'ai retenues, c'était que pour avoir une interculture de qualité, il fallait essayer de semer le plus tôt possible avec les différentes techniques de semis qu'on a vues. Diversifier les couverts, donc pour qu'ils soient plus complémentaires, comme Aude l'a expliqué. Éviter, si possible, de déchaumer pour essayer de favoriser, par exemple, la caille des blés pour avoir toujours une structure du sol présente. Et puis, avoir des couverts qui sont des couverts composés de plusieurs espèces. Donc 3 à 4 espèces, voire plus. C'est certain que ça diversifie l'apport alimentaire pour la faune, l'aspect refuge, et qu'au niveau agronomique, c'est également beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez aussi appris beaucoup de choses durant cette soirée. Merci en tout cas pour votre participation et surtout aux intervenants, à Aude Géraud, Simon Dirix et Stéphane Henry, ainsi qu'à ma collègue Alexia qui est à la technique d'ailleurs derrière. Donc je vous rappelle que comme Simon l'a dit, on sera présent au Festival d'agroécologie et d'agriculture de conservation le 22 et 23 juin chez Stéphane Henry à Meux. On y présentera des techniques d'effarouchement, mais on aura également une plateforme avec différentes intercultures qui seront favorables pour la faune. Donc, n'hésitez pas à venir voir. C'est l'occasion de voir un peu à quoi ça ressemble et d'en discuter plus amplement. Voilà, un tout grand merci. Alors, sachez que le webinaire était enregistré et que d'ici quelques semaines, on vous enverra un lien pour pouvoir le revoir ou le voir si vous avez loupé des passages. Voilà, mais en tout cas, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.